il avait promis de mettre un terme à ce conflit en 24 heures. Donald Trump. Là, nous sommes passés de 24 heures à 100 jours. Comment expliquer justement cette nouvelle approche de Trump? Est-ce que la tâche n'est pas finalement aisée qu'il ne le croyait avant son arrivée à la Maison-Blanche? A-t-il aujourd'hui les moyens de sa politique, Donald Trump, Habib Boubacar Touré? Non, M. Nguéné, je ne crois pas que ça soit une découverte de l'étendue de la tâche par Donald Trump. Les 24 heures annoncées étaient des paroles de campagne d'un candidat, le candidat Trump notamment. Et on a tous observé que depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre, qui a consacré la victoire de Donald Trump aux élections américaines, les lignes ont bougé. Il y a 6 mois encore, on ne parlait pas, pour le cas de ce conflit, d'un éventuel cessez-le-feu ou de discussion pour aller vers un plan de paix. On était beaucoup plus dans une dynamique de recrudescence de ce conflit avec une percée ukrainienne dans même une partie du territoire russe. Mais l'arrivée de Trump a complètement changé la posture de tous les acteurs. Parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce conflit ne tient que par le soutien des Occidentaux à leur comédien de Zelensky qui est à la tête de l'Ukraine. Si les aides militaires, notamment en armement, en renseignement et même en appui sur le terrain des différents mercenaires occidentaux, n'étaient pas aux côtés du pouvoir de Zelensky, on est tous d'accord que ce conflit n'allait pas rester aussi longtemps qu'on a observé aujourd'hui. Maintenant, l'arrivée de Trump, comme l'a dit lui-même Poutine, que si Trump n'avait pas été volé de sa victoire il y a 4 ans, que ce conflit n'allait jamais avoir lieu. Et il faut rappeler aussi l'une des raisons principales de ce conflit, c'est la volonté des États-Unis, mais de tout le groupe de l'OTAN, d'installer des batteries anti-missiles pour contrer la suprématie russe sur la frontière ukrainienne. Et avec l'arrivée de Trump, qui décide de remettre en question l'engagement américain sur la défense européenne. Rappelons-nous encore que la volonté des États-Unis de faire en sorte que 2% du PIB de l'Union européenne puisse être consacré à la défense de l'Europe. Sur les 28, il y a au moins 24 qui n'arrivent pas encore à respecter ce taux de contribution. Et Trump qui arrive avec sa volonté de rehausser cette contribution à 5%, rappelant que les États-Unis ne peuvent plus continuer à payer la sécurité de l'Europe. Et sa volonté également annoncée dans le reportage tout à l'heure de faire partir au moins 20 000 soldats américains qui servent à la défense de l'Europe à travers cette organisation qu'on appelle l'OTAN. Donc toutes ces mesures-là, je pense, contribuent aussi à mettre la pression sur ses alliés européens et à faire fléchir leur position vis-à-vis de ce conflit-là. Et de l'autre côté, Trump, c'est quand même ce président américain qui a la volonté de préserver les intérêts économiques américains. D'autant plus que le gaz russe ne coule plus du côté de l'Europe. Trump a la volonté de continuer à vendre son gaz naturel liquéfié aux pays européens. D'où sa volonté de sortir de tous les accords qui limitaient l'exploitation du gaz et du pétrole sur le territoire américain et qui va mettre la pression sur les Européens pour acheter le gaz américain. Tous ces facteurs-là font que Trump a une panoplie de moyens de pression sur les Européens pour faire en sorte que ce conflit-là puisse s'arrêter et que les États-Unis puissent non seulement dépenser beaucoup moins d'argent dans la sécurité de l'Union européenne, mais aussi faire en sorte de faire beaucoup plus de deals dans ce sens-là, à la reconstruction de l'Ukraine dont on va parler après que ce conflit-là puisse s'éteindre. Ça aussi, c'est une volonté pour Trump de profiter de cette manne de la reconstruction. Donc je pense que tous ces éléments, et connaissant la capacité de Trump à annoncer des échéances comme ça pour mettre la pression sur l'adversaire,
je pense que ce sont des leviers qu'il a déjà utilisés lors de son premier passage au bureau ovale et qu'il continue d'utiliser. Maintenant, le seul revers, c'est peut-être sa volonté de continuer à menacer la Russie. La Fédération de Russie, justement, Habib. Justement, Habib. Et il menace la Fédération de Russie, estimant qu'il va prendre de nouvelles sanctions. Des droits de douane, entre autres, seront pris à nouveau. Voici ce que Donald Trump dit. Voici ce qu'il déclarait, Habib Boubacar Touré, le 22 janvier dernier. Et il dit, Donald Trump propose à la Russie 2 voies pour mettre fin au conflit ukrainien. Une facile et une dure. Dans le premier cas, Moscou doit accepter les conditions de Washington. Il dit ceci: mettons fin à cette guerre qui n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Rapporte notamment le président américain. Celui-ci assure ne pas vouloir blesser la Russie, mais que si un accord n'est pas conclu, il n'aurait d'autre choix que d'imposer de niveaux élevés de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux États-Unis et à d'autres États membres. Ça, c'est la voie dure. Il y a une voie facile et une voie dure. La voie facile, c'est qu'un accord soit conclu, et ce, dans les plus brefs délais. Et la voie dure, c'est d'imposer de nouvelles sanctions à la Fédération de Russie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction, justement, entre ce qu'il promettait clairement avant d'arriver à la maison, ou du moins avant son retour à la Maison-Blanche, et des sanctions qu'il brandit désormais, Habib? La communication de Trump a toujours été une communication remplie de contradictions, mais une contradiction bien maîtrisée par le personnage. Vous ne voyez pas Trump être dans une posture de mettre la pression et de menacer les Européens et de ne pas faire la même chose vis-à-vis de l'autre partie. Mais ce sont des menaces qui ne tiennent plus. Là, le premier mandat de Trump, les sanctions que Trump avait imposées à la Russie, c'était l'interdiction de la vente du pétrole russe et notamment le gel aussi des avoirs russes. Entre-temps, ce conflit a fait en sorte que la Russie n'utilise plus le système SWIFT. La Russie a trouvé d'autres alternatives avec les BRICS. La Russie a trouvé d'autres alternatives pour vendre son pétrole sans passer par le dollar. Donc, les instruments de pression que Trump avait lors de son premier mandat ne sont plus des instruments viables aujourd'hui vis-à-vis de la Russie. Et si on parle même de la volonté de la Russie à mettre fin à ce conflit, si aujourd'hui l'OTAN n'est plus disposée à vouloir mettre l'Ukraine dans son giron et notamment déployer ses batteries antimissiles, comme semble être la volonté de Trump, je pense qu'on ne peut plus parler de volonté d'un conflit quelconque, de perpétuer ce conflit. Donc, je pense que les leviers pour mettre fin à ce conflit sont beaucoup plus entre les mains de Trump et que sa communication n'est qu'une communication vis-à-vis de l'auditoire aussi américain pour montrer que c'est toujours les États-Unis qui gonflent les muscles pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, mais avec une certaine intelligence et surtout une capacité à souffler le chaud et le froid. Et c'est cela qui a toujours caractérisé Trump et sa communication depuis son premier passage à la tête des États-Unis. Merci à vous, Habib.